Ce qu'on demande, c'est bien sûr des analyses et un compost qui est tamisé au plus fin. Alors, en général, c'est du 0,20. Peut-être tout de suite une particularité par rapport au foin, c'est que, en tout cas, ce qui nous concerne, ça a été très long de trouver une seule plateforme d'approvisionnement et un produit qui est stable. Et ça, c'est quand même tout de suite le premier bémol par rapport au foin. Autant sur le foin, on a des différences aussi de matériaux, des boules qui se déroulent plus ou moins bien. Sur ce qui est de la pousse des légumes, il se passe toujours la même chose et c'est toujours une réussite. Sur le compost, c'est pas du tout pareil et assez souvent on a des ratés, soit dans la germination, soit ensuite en cours de culture. Il y a un légume pour lequel on a encore des grandes difficultés. L'année dernière, on n'en a pas récolté. Cette année, c'est 50-50, c'est-à-dire il y a 2 planches, ça n'a pas marché, et 2 planches qui sont magnifiques. Et on n'a pas vraiment d'explication derrière. C'est la betterave. La betterave, elle a des exigences, notamment par rapport à des oligo-éléments, je pense, qui font que c'est un peu qui tout double. Et alors qu'à l'époque où on faisait tout le jardin en sol nu, on n'avait pas de difficulté à avoir des belles betteraves. Depuis qu'on est passé au compost, on a des problèmes de levée de temps en temps, des fontes de semis. Ça peut nous arriver aussi sur la carotte. Et alors, sur le déroulé de la culture, on a des choses... c'est la grande surprise, quoi. On a des choses très différentes qui peuvent se produire. Le rapport C/N du compost, en général, il est très défavorable, c'est-à-dire il est très carboné. Alors c'est parfait pour amener de l'humus sur le long terme dans le sol, d'enrichir, d'élever le taux de matière organique par le biais du compost dans le sol. Mais pour ce qui est de l'alimentation au cours de la culture du légume, ça c'est très défavorable. On a besoin de compléter énormément, de compenser le manque d'azote. Alors nous, on amène des fientes de poules, puisqu'on fait un petit élevage de poules. Sinon, si les fientes venaient manquer, ou bien si on n'en a pas, on passe par de l'orga 3, mais il ne faut pas lésiner pour compenser. Et un autre élément qui a l'air de jouer dans la faveur que les choses se passent un peu mieux, c'est de ne pas hésiter à avoir un temps d'anticipation encore supérieur à celui du foin. C'est-à-dire que sur le foin, on était entre 6 et 8 semaines d'anticipation. Là, il ne faut pas hésiter à être au moins à 2 mois, 3 mois. Comme on a une décomposition du compost sur le terrain qui est quasi nulle au cours du temps, enfin très très faible, plus on anticipe et mieux c'est. Donc on doit respecter un temps au minimum aussi long que le foin, c'est-à-dire autour de 2 mois et voire plus. Et on va devoir respecter aussi les mêmes conditions par rapport à l'humidité du sol. Ça va être très compliqué de réhumidifier un sol qui aurait été sec avant la pose du compost. Donc on doit s'assurer que le sol est saturé, au moins au point de ressuyage, voire un petit peu plus humide, avant d'étaler le compost dessus. Et ensuite, on va remouiller par le biais d'une pluie ou d'un arrosage en été, le compost en le saturant d'eau, et on va le bâcher. Et ce bâchage, il va avoir pour rôle toujours de faire une occultation. Et cette étape-là va permettre aussi, comme pour le foin, de commencer à activer la décomposition du compost, de le rappuyer, donc d'avoir une couche qui est moins foisonnante, qui va se tenir mieux quand on va passer le semoir, et qui va surtout tenir beaucoup mieux l'eau au cours de temps, et qui évitera d'avoir à surarroser les semis pour être sûr qu'ils lèvent. La première phase, un peu comme le foin, quand on s'est fait la main, on n'était pas du tout mécanisé. On a amené le compost d'abord au bénon. Donc pour remplir une planche de compost avec 3 cm de compost, il fallait 6 voyages depuis le tas de compost jusqu'à la planche. Alors ça faisait trop d'aller-retour.
Ça mobilisait quand même entre 2 et 3 personnes. Et ça faisait des passages et repassages dans les allées, dans des conditions qui sont humides. Puisque, comme je le disais, il faut qu'on garde un sol humide sous les paillages. La contrepartie, c'est que quand on fait des passages d'engins, c'est dans des conditions qui sont humides. Donc on a tendance à tasser assez fortement les allées. Donc on a eu une phase où on a trouvé une remorque basculante qui avait la capacité de contenir exactement la quantité de compost qu'il nous fallait pour faire une planche. Donc en un voyage, on arrivait à étaler le compost sur une planche. Mais là encore, il y avait des difficultés. Déjà, la remorque était un peu basse, donc des fois l'essieu frottait la planche. Et il fallait ça mobilisait 3 personnes pour étaler le compost. Donc l'idée nous a été donnée par un voisin agriculteur d'aménager un épandeur. Donc on va chercher un épandeur chez un voisin. On a fait un petit bricolage qui fait qu'il y a 2 planches qui barrent la route à l'arrière de l'épandeur devant le hérisson, et qui fait que le compost s'écoule tranquillement, juste par l'effet du tapis, sous le hérisson. Donc le gros avantage par rapport à un usage habituel de l'épandeur, c'est que comme le compost ne rentre pas en contact avec les hérissons, il n'est pas balancé dans les 4 coins, il tombe juste au niveau de la planche. Il se trouve que l'épandeur fait à peu près la taille d'une planche, donc ça tombe bien. En se mettant à la vitesse minimum et en faisant tourner l'épandeur, lui, au maximum, on arrive à avoir un étalement quasiment accompli sur une planche en remplissant l'épandeur à plein. Donc ça, c'est très pratique. Et du coup, de 3 personnes, on passe plus qu'à 1 personne. Et la personne peut même, puisque le tracteur avance à toute petite vitesse, il peut descendre du tracteur et faire la finition d'étalage avec le râteau derrière le tracteur. Donc en gros, quand le tracteur arrive en bout de planche, le compost est fini complètement d'étaler. Quand l'objectif est d'avoir 3 cm de compost étalé sur la totalité de la planche, ce qui permet de faire une barrière assez étanche à la levée de semis à travers le compost. Dans ces cas-là, on épand l'équivalent d'à peu près 1 tonne sur une planche de 50 mètres. Ça nous fait l'équivalent de 200 tonnes hectares à porter. Donc c'est 5 fois plus que ce qu'on amène en foin en termes de matière. Après, c'est pas non plus la même matière. Elle a un coefficient de dégradation qui est du fait de sa composante très carbonée, qui est beaucoup plus faible que le foin. Et c'est avec le compost qu'on va permettre une augmentation très forte du taux de matière organique dans le sol. En gros, en faisant des apports de ce type-là, on fait monter le taux de matière organique dans le sol entre 1 et 2% par an. Et c'est ça qui a permis, en l'espace de 5 ans de participation au GI2E MSV Drôme, de passer les sols de 4 à 7% de matière organique. Et ensuite, en termes de coût, la tonne livrée de compost, elle est à 30 €. Et donc on est environ à 30 € par planche. En épandant une épaisseur de 3 cm de compost sur une planche ou en déroulant une boule de foin sur une planche, on est dans les mêmes tarifs. On est à peu près autour de 30 €. Et il faut un quart d'heure à peu près pour charger l'épandeur, enfin 10 minutes pour charger l'épandeur, 20 minutes pour l'épandre. Donc on est à peu près sur la demi-heure équivalente au temps qu'il faut pour préparer une planche par rapport au foin. On est dans des temps équivalents et dans des coûts équivalents, en tout cas pour le moment, tel qu'est le cours du marché. Mais alors pourquoi on ne passerait pas tout plus à l'un ou plus à l'autre ? C'est ces histoires d'autonomie, c'est-à-dire que le foin c'est plus pratique pour nous. Et donc on a choisi de passer
toutes les plantations en foin et tous les semis en compost. Ici, le sol a été énormément travaillé, même si l'objectif était de faire le plus attention à la vie du sol, de l'enrichir et tout ça. En réalité, dans cet esprit-là, la pratique, elle était inverse, avec on va dire un surtravail. Le sol était travaillé avant un légume. À la fin du légume, le légume était détruit, le sol était retravaillé, soit on enchaînait avec un légume, soit on enchaînait avec un engrais vert. L'engrais vert de nouveau était détruit mécaniquement et on retravaillait le sol et on repartait sur un légume. Donc on pouvait avoir sur certaines planches en plein champ au moins 2 sessions de travail du sol par an. Donc c'était du boulot, c'était un temps long d'occupation du terrain pour simplement le travail du sol. Et puis c'est aussi de la charge mentale, c'est-à-dire que tant que le travail n'est pas achevé, il est là sur la conscience. À chaque fois qu'on a une fenêtre temporelle ou météo, on essaye de le caser, etc. Aujourd'hui, on n'a plus qu'un seul travail du sol. En général, on travaille le sol pour un engrais vert, mais pas pour un légume. Alors ça peut énormément varier, on n'a pas de règle absolue. Mais dans tous les cas, on fait en sorte que le sol ne soit pas travaillé plus d'une fois par an. Et comme on n'est plus dans les exigences d'avant, de semis, de plantation en sol nu, on se contente d'un travail du sol assez sommaire, même avec des débris végétaux, d'engrais verts ou même des résidus de foin, puisque derrière, de toute manière, on est reparti pour remettre une couche, soit de foin, soit de compost. Et le travail du sol est rendu aussi facultatif pour certains légumes, par exemple le céleri rave, les oignons, dans une certaine mesure les salades, se passent très bien d'un travail du sol. On ne travaille plus le sol directement du tout pour les poireaux. Par contre, on a identifié que pour les épinards, les choux, les patates, les carottes, principalement, on ne pouvait pas se passer du travail du sol. Le même semis de radis d'il y a 15 jours. Voilà, donc lui, il y a eu un désherbage qui a représenté un quart d'heure à 2 cette semaine. Dans ce jardin tel qu'il est conçu, avec des lignes d'arbres et donc des bandes enherbées qui se répètent assez régulièrement, on a une pression des mauvaises herbes. Donc les mauvaises herbes qui viennent pointer leur grappe de graines juste au-dessus des planches, mais surtout les vivaces, et en particulier le chien-dent, le liseron, la renoncule rampante, pour citer que ceux-là, qui se font un régal d'un sol qui n'est plus travaillé, qu'on ne vient plus déranger. Donc elle s'implantent, et on a vu comme ça, au bout de 2 ans, des blocs complètement se faire contaminer par ces espèces-là, des bords vers l'intérieur. Et dans un premier temps, on s'est dit, bon, on reprend au moins le travail du sol systématiquement sur les planches de bordure. Et en fait, le mal était déjà suffisamment fait pour qu'on se dise, non, mais faut reprendre le travail du sol de partout et empêcher l'implantation de toutes ces vivaces qui se développent parfaitement dans des sols qui ne sont pas travaillés. Le fait est que, concernant le désherbage, on l'a considérablement diminué par ces pratiques. On était à 50% du temps passé à désherber dans la belle saison, là, entre mai et septembre. Aujourd'hui, on n'y consacre plus qu'une demi-journée par semaine, et encore pas toutes les semaines.